Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de reprendre sur le fil avec une histoire incroyable que j'ai vue passer incrédule depuis la torpeur de mes vacances. C'est l'histoire d'un milliardaire russe avec 4 passeports arrêté à la descente de son jet privé à l'aéroport du Bourget près de Paris. Vous avez deviné, c'est l'arrestation puis la mise en examen de Pavel Durov, le PDG et fondateur du réseau social Telegram, pour complicité de diffusion d'images pédopornographiques, de trafic de stupéfiants, de blanchiment ou encore d'escroquerie. Cette histoire, c'est beaucoup plus qu'un fait divers. C'est une première mondiale, puisque jamais avant, le patron d'une grande plateforme n'avait été arrêté. C'est aussi la concrétisation d'un bras de fer de plus en plus tendu entre les États et les plateformes comme Telegram ou encore le réseau social X, où se joue l'équilibre compliqué entre la liberté d'expression, le respect de la vie privée et la lutte contre la désinformation et la criminalité. J'ai invité notre spécialiste Daxia Rojas et 2 juristes, Bastien Lequérec et Alexandre Lazareg, pour en parler. Sur le fil. Telegram, c'est vraiment pas un réseau comme les autres. Cette foule que vous entendez scande son nom. C'était à Moscou, en 2018. Des milliers de Russes, dont l'opposant numéro 1 au Kremlin à l'époque, Alexeï Navalny, manifestaient contre le blocage de Telegram. Telegram a survécu et concentre aujourd'hui tous les vices et les vertus de la toile. Écoutez Daxia Rojas, elle est journaliste à l'AFP et couvre la technologie. Telegram, ça a été lancé en 2013 et ça compte à peu près presque 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Et donc ça a été créé par Pavel Durov, un homme russe de 39 ans, qui s'est fait connaître en lançant d'abord un premier réseau social qui s'appelait VKontakte. Ça a été un énorme succès en Russie. Justement, c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes avec le Kremlin. C'est les services de sécurité russes qui lui demandaient des données personnelles d'utilisateurs, ce qu'il a refusé de faire. Et donc il a revendu ce réseau social et il a quitté la Russie pour ensuite lancer Telegram avec son frère et avec ce postulat de ne jamais divulguer les informations de ses utilisateurs. Et le siège de Telegram est à Dubaï, et donc lui aussi il est installé à Dubaï, et il a par ailleurs 4 passeports, dont celui de la France. Et il a obtenu la nationalité française. Je ne sais plus en quelle année. C'est pas grave, on va écouter justement Emmanuel Macron qui se justifie là-dessus, c'était il y a quelques jours. Pour ce qui est de la naturalisation, c'est en effet une décision que nous avons prise en 2018 de mémoire et qui a été prise dans une stratégie totalement assumée de permettre à des femmes et des hommes, qu'ils soient artistes, sportifs, entrepreneurs, lorsqu'ils font l'effort d'apprendre la langue française et qu'ils développent justement de la richesse, de l'innovation, qu'ils rayonnent dans le monde, quand ils le demandent, de leur donner la nationalité française. Et je l'ai fait pour M. Durov, qui d'ailleurs a pris la peine d'apprendre le français. Telegram, c'est encore aujourd'hui un des rares réseaux disponibles en Russie, grâce auquel les Russes peuvent avoir accès à des informations non contrôlées par l'État. C'est pas mal utilisé par des journalistes, des lanceurs d'alerte dans beaucoup de pays pour communiquer. Et en Russie aussi, c'est pas mal utilisé dans la guerre contre l'Ukraine, en fait, que ce soit pour diffuser de la propagande russe ou aussi du côté ukrainien. Il y a le président de l'Ukraine, Zelensky, qui fait régulièrement des annonces sur Telegram. Telegram, c'est aussi une plateforme où des criminels profitent de la faible modération pour diffuser de fausses nouvelles, échanger de la pédopornographie et organiser des business illicites. Et la portée de Telegram est énorme puisque les forums de ces canaux publics peuvent avoir jusqu'à 200 000 abonnés. Pour comprendre ce qui se passe, il faut rappeler que c'est à la fois un réseau social et une messagerie instantanée. Bastien Lequérec est juriste et membre de la Quadrature du Net, une association qui défend les libertés sur Internet. Il suit l'affaire de très près. Quand on dit réseau social, ça signifie qu'il y a des obligations de modération. Telegram, en tant qu'intermédiaire technique, tant qu'il n'a pas connaissance d'un contenu manifestement illicite, il ne peut pas être tenu responsable. Mais ça veut dire que quand il est notifié d'un contenu donc manifestement illicite qui le maintient en ligne sciemment, sa responsabilité peut être engagée. Le parquet ne dit pas, dans l'affaire Telegram, que Telegram est directement l'auteur de tous ces grands crimes. Telegram est considéré comme étant le complice parce qu'en ayant fourni un moyen pour cette grande criminalité
En étant au courant du caractère illicite, eh bien, sa responsabilité peut être engagée. Selon le journal Libération, la gendarmerie nationale a signalé à elle seule 2460 procédures dans lesquelles des réquisitions envoyées à Telegram sont restées sans suite. Les magistrats, agacés par l'absence de coopération, ont-ils voulu marquer les esprits ? J'ai posé la question à un autre juriste, Alexandre Lazareg, avocat spécialisé dans le droit du numérique, pour qui cette accusation de complicité est inédite, voire dangereuse. Et là, ça me paraît tout à fait, je dirais, innovant, et ça me paraît être une notion tout à fait extensive de la complicité. Et il me semble qu'il ne sera pas difficile à Telegram de montrer qu'ils n'ont rien à voir avec les crimes qui ont été commis sur son réseau social. Ils ne sont pas en lien avec les auteurs, ils n'ont pas tiré profit de ces crimes, ils n'ont pas d'intérêt à ces crimes, il n'y a pas de mobile à proprement parler. Donc ils ne sont pas dans une organisation, dans une association de malfaiteurs. La plateforme se défend bien sûr de toute complicité. Dans un message diffusé jeudi soir sur sa chaîne Telegram, Pavel Durov a assuré que 99% des utilisateurs n'ont rien à voir avec la criminalité, mais admet avoir eu des problèmes avec une petite minorité et a annoncé des mesures pour lutter contre ce fléau. Ce qui est sûr, c'est que face à la toxicité des contenus en ligne et leurs conséquences pour la société, une véritable passe d'armes est engagée entre les États et certaines plateformes jugées surpuissantes, surtout lorsqu'elles refusent d'éliminer ces contenus au nom d'une vision maximaliste de la liberté d'expression. La Cour suprême du Brésil a d'ailleurs récemment pris une mesure radicale de suspension du réseau social X d'Elon Musk à partir du 31 août. La solution brésilienne, ça a été, vous ne voulez pas faire de modération, eh bien, je force une censure de votre plateforme. Et on voit immédiatement les abus que ça génère, puisque aujourd'hui, X est interdit, mais maintenant, la justice veut condamner les internautes qui utiliseraient des outils pour contourner cette censure. Pour revenir à l'affaire Telegram, il y a d'autres aspects très débattus. On ignore par exemple si le parquet considère que Telegram aurait aussi dû modérer des conversations privées. Et un deuxième aspect qui pose question, c'est la demande d'accès de la justice aux échanges privés sur sa messagerie cryptée. Selon Bastien Lequérec, techniquement, cette demande pourrait aussi impliquer que Telegram soit amené à remettre des clés de déchiffrement de la plateforme, ce qui permettrait l'accès à d'autres comptes que ceux des personnes visées. Dans la communication du parquet, est reproché à Telegram le fait de ne pas avoir divulgué des informations ou des documents nécessaires à la mise en place d'interceptions judiciaires. En droit français, les opérateurs, un Orange, un Bouygues, etc., mais aussi les plateformes, ont l'obligation de donner des informations pour permettre à la justice de faire des écoutes. Ça peut être des écoutes téléphoniques, mais ça peut aussi être une écoute du trafic Internet. Ce qu'est en train de dire le parquet, c'est que Telegram aurait dû donner les seuls documents qu'il avait en sa possession, et ces seuls documents qu'il a en sa possession qui permettent des interceptions, ce sont les clés de déchiffrement. Or, en faisant ça, comme il n'est pas possible de discriminer entre ce qu'on veut écouter et le reste, certes, si Telegram donnait ces clés de déchiffrement, on peut se dire que les personnes uniquement concernées par une procédure seraient écoutées, mais en fait, on ne peut pas s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Il faut avoir en tête que la fin ne peut pas justifier les moyens. Et dans une démocratie, on a besoin, dans un certain nombre de cas, de se dire je ne peux pas enquêter, je ne peux pas élucider une affaire parce que les libertés publiques, le principe de proportionnalité en droit, le droit à la vie privée, à la liberté d'expression, tout ça doivent être mis en balance par rapport à l'intérêt public qu'il y a d'élucider une affaire. Cette information reste à confirmer. Nous avons interrogé le parquet de Paris qui ne nous a pas livré de détails à ce stade. Mais la question du chiffrement est très débattue depuis plusieurs années, en Europe et au-delà, certains magistrats estimant que c'est un avantage indu offert aux criminels. On a au niveau européen, par exemple, un règlement dit CISAR, ou parfois appelé par ses opposants Chat Control, qui voudrait, s'il était adopté en l'état, imposer aux messageries comme WhatsApp, comme Telegram, comme Signal, le fait de surveiller automatiquement les messages privés échangés, ce qui mettrait à mal le principe d'inviolabilité de la correspondance et qui porterait une atteinte particulièrement disproportionnée au droit à la vie privée, puisque toutes les conversations seraient analysées. Le règlement n'est qu'au stade de projet et a provoqué une levée de boucliers des associations de défense de la vie privée. Ce qui est sûr, selon l'avocat Alexandre Lazareg, c'est que les enquêteurs disposent déjà de certains outils.
Dans le cas de la défense d'individus, on voit qu'en dépit de l'usage de conversations sur WhatsApp, sur Signal ou même sur Telegram, ils parviennent à accéder aux informations. L'affaire Telegram témoigne en tout cas, selon lui, de la difficile recherche d'équilibre entre la protection des libertés et la lutte contre la criminalité en ligne. L'essentiel des délits, aujourd'hui, sont commis via Internet. Et donc c'est là, les enquêtes se font en ligne. On ne braque plus des banques aujourd'hui. On va sur les comptes bancaires à travers des escroqueries en ligne. C'est quelque chose de nouveau. Nous avons 2 exigences qui sont en balancement. Et Telegram, dans cette affaire-là, révèle dans toute sa splendeur, si je puis dire, ce questionnement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Vous pouvez nous écouter dans la playlist Mon Daily de Spotify 3 jours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Mais si vous ne voulez louper aucun épisode, n'oubliez surtout pas de vous abonner. À très bientôt.